Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci d'être avec nous sur la radio-télévision guinéenne et le réseau synchronisé de la radio-diffusion nationale et des différentes stations de radio rurale pour cette édition spéciale pour laquelle nous recevons sur ce plateau deux membres du gouvernement. Vous le savez, mesdames et messieurs, le gouvernement guinéen a produit aujourd'hui un communiqué. Nous vous en donnons rapidement l'essentiel de ce communiqué. Depuis le 1er janvier 2014, les négociations tripartites, gouvernement, patronat, syndicats, ont été entamées afin de répondre aux revendications contenues dans l'avis de grève émis le 26 décembre 2014 par 6 centrales syndicales qui sont la CNTG, l'USTG, l'UDTG, le CGSL, CGTG et UGTG. Cet avis de grève concernait la gestion par le gouvernement de certaines revendications contenues dans les précédents protocoles d'accord et de nouvelles réclamations. Au cours des discussions, le gouvernement a fait l'état des lieux des précédents accords. Il a énuméré les points qui avaient été satisfaits, ceux qui étaient en cours et enfin ceux qui souffraient de retard. Pour ces deux derniers points, le gouvernement a donné d'amples explications sur les motivations de ce retard. L'un des principaux points de revendication syndicale était l'actualisation de la grille salariale de la fonction publique accompagnée d'une demande d'augmentation de salaire. Le gouvernement a expliqué que si l'actualisation de la grille salariale de la fonction publique s'imposait et ne posait que des problèmes d'expertise, l'augmentation des salaires était difficilement envisageable dans le contexte actuel. En effet, la récession économique que la Guinée traverse depuis plusieurs mois et qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'épidémie Ebola et au-delà, prive notre pays de ressources nécessaires à l'application de telles mesures. Après de longues discussions, le gouvernement a proposé de procéder à une augmentation des salaires de 40% échelonnée de la manière suivante. 15% en avril, 15% en juillet, 10% en octobre 2015. Le syndicat a catégoriquement refusé cette dernière proposition en exigeant une augmentation de 50%. Le gouvernement a rappelé qu'une telle augmentation n'était pas soutenable par notre budget et qu'elle compromettait nos différents programmes avec nos partenaires financiers. Le gouvernement a non seulement demandé aux syndicats de revoir ses prétentions, mais également de suspendre la grève le temps qu'un accord soit trouvé, ceci afin de prendre en compte notamment l'urgence sanitaire nationale. En dépit de cette proposition et des différents plaidoyers du patronat, du président de l'Assemblée nationale, des religieux et de certains acteurs de la société civile, les différentes centrales syndicales ont décidé d'aller en grève. Le gouvernement déplore cette décision qui intervient, comme chaque Guinéen le sait, au moment où toutes les forces vives de la nation, appuyées par la communauté internationale, se mobilisent au quotidien pour vaincre l'épidémie Ebola. Le gouvernement tient à informer l'opinion publique nationale et internationale qu'il a fait le maximum pour éviter une grève en ces temps difficiles. Le traitement que le gouvernement accorde à ces revendications répond au souci de trouver un équilibre entre la préservation de la paix sociale, la poursuite de la lutte contre la propagation de l'épidémie et le maintien de nos équilibres macroéconomiques. Le gouvernement tient à rappeler qu'à travers diverses mesures, il a procédé à une augmentation des salaires de 110% entre 2011 et 2014. À titre d'exemple, en 2010, un fonctionnaire stagiaire de la hiérarchie a touché 536 000 francs guinéens. Aujourd'hui, il perçoit 1 138 000 francs guinéens. Le fonctionnaire au plafond avait 979 300 francs guinéens. Aujourd'hui, il touche 2 136 940 francs guinéens. Le gouvernement rappelle que le droit de grève est constitutionnel et qu'il sera respecté. Néanmoins, nous attirons l'attention de tous ceux qui souhaitent y participer que la liberté et la sécurité doivent être assurées à tous ceux qui se rendront sur leur lieu de travail. Le gouvernement assurera la sécurité des travailleurs et des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Dans le contexte de l'épidémie Ebola, le gouvernement appelle le personnel de santé à maintenir le service et à poursuivre les efforts en cours dans la lutte pour l'éradication du virus Ebola. Le gouvernement reste à la disposition du patronat et des centrales syndicales pour poursuivre les négociations et appelle à l'esprit civique de chacun et de tous. Ce communiqué est signé du gouvernement, le porte-parole, que d'ailleurs nous recevons ce soir, mesdames et messieurs. M. Albert Damantan Camara, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être venu. Également sur ce plateau, Monsieur le ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Excellence, Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Bien, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, quelles sont les négociations, depuis que les négociations ont commencé, sur quoi planchent le gouvernement et les syndicats pour cet avis de grève? Merci d'abord de nous donner l'occasion d'éclairer la lanterne de tous ceux qui, depuis quelques jours, suivent avec intensité ces négociations. Cela est extrêmement important, que ça permet de lever toutes les équivoques et de permettre aux gens de savoir que nous travaillons tous, et nous et les syndicats, appuyés par le patronat, pour sortir de cette situation malencontreuse et préjudiciable à notre pays. Depuis donc le 31 décembre, plus exactement, nous avons poursuivi jusqu'à aujourd'hui, nous négocions afin de trouver une solution à ceux qui nous séparent. Le mouvement syndical a déposé un préavis de grève le 26 décembre dernier. Celui-là même rappelle, comme vous l'avez dit dans le communiqué, tous les engagements et toutes les obligations qui pesaient sur chacune des parties depuis mai 2013 et sur ce qui avait précédé les accords de mai 2013 par rapport à toutes les revendications sociales et à un certain nombre de points sur lesquels nous avions un programme d'action. Nous avons donc rappelé aux syndicalistes tout ce qui avait été fait jusqu'à présent, et c'est très important de le préciser, j'en viendrai tout à l'heure. Et ce qui restait à faire, nous avons donné des explications. Nous nous sommes compris. Nous nous sommes compris parce que lorsque nous avons évoqué nos difficultés économiques, le contexte dû à l'épidémie Ebola et tous les autres éléments qui rentraient en ligne de compte, les syndicats ont eu une oreille compréhensive et attentive. Malheureusement, quand il s'agit de rapprocher nos positions sur cette fameuse question de grille salariale, il y a eu un blocage. Il faut dire qu'à côté de la question relative à la grille salariale, il y avait plusieurs autres points sur lesquels nous pensons être arrivés à des positions qui aujourd'hui ne souffrent pas de trop de différences. Le point d'achoppement, c'est bien entendu la grille salariale. Ce que nous avons expliqué au mouvement syndical, c'est que le principe même d'évoquer une augmentation de salaire pendant cette période était quelque chose que pour nous, gouvernement, était difficilement soutenable. Et par rapport à notre économie, et par rapport à notre opinion nationale, mais aussi et surtout par rapport à nos partenaires financiers qui nous font confiance, qui apportent leur contribution à l'économie guinéenne et surtout à la lutte contre l'épidémie Ebola. Montrer à tous ces gens-là que notre priorité se déplace de la lutte contre un fléau ravageur qu'est Ebola vers des considérations qui concernent environ 100 000 Guinéens sur des augmentations de salaire aurait été difficulté, quand bien même ces revendications, nous le répétons, sont légitimes. Voilà donc où nous sommes arrivés et nous avons tenu à rappeler aux représentants des syndicats qu'aujourd'hui toute la Guinée se sacrifie pour sortir d'Ebola et toute la Guinée subit ses conséquences. Figurez-vous, 9 000 Guinéens n'ont pas pu faire leur pèlerinage à la Mecque cette année. La rentrée scolaire qui se fait d'habitude le 2 octobre n'a pas pu se faire et nous travaillons pour arriver à une rentrée bientôt. Notre équipe de football a joué tous ses matchs hors de Guinée. Des vols ont été annulés. Des conférences qui devaient se tenir ont été annulées. Notre ministre de l'économie et des finances aujourd'hui et tout le gouvernement est obligé de se déplacer pour des problèmes majeurs, pour des réunions qui devaient se tenir ici, mais qui ne peuvent pas à cause de l'épidémie, et j'en passe. L'inspection générale du travail dispose aujourd'hui d'environ 60 dossiers pour licenciement économique parce que des entreprises n'arrivent plus à supporter la récession que nous impose l'épidémie Ebola. Nous souhaitons que rapidement, nous arrivions à nous comprendre avec le syndicat afin de sortir de cette situation qui touche pas seulement les fonctionnaires, mais toute la Guinée, les paysans, les élèves, les jeunes qui attendent d'être recrutés dans les entreprises et à la fonction publique notamment. Mais nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir sur tous ces aspects. Monsieur le ministre d'État, Mohamed Garé, dans ce communiqué du gouvernement, il est clairement écrit que le traitement que le gouvernement accorde à ces revendications répond au souci de trouver un équilibre entre la préservation de la paix sociale, la poursuite de la lutte contre la propagation de l'épidémie Ebola et le maintien de nos équilibres macroéconomiques. Clairement, en tant que technicien, qu'est-ce que le gouvernement veut dire là? Oui, je pense qu'à travers cette simple phrase, mais qui a beaucoup de signification, tout est dit. Le gouvernement essaie de garder d'abord les équilibres macroéconomiques. Vous savez, quand le professeur Alpha Condé est venu, en fin 2010 au pouvoir, tous les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge.
l'inflation était à 22% et aujourd'hui c'est à 9,3%. Je pense que personne ne pensait qu'on allait pouvoir faire ça. Et ensuite, quand vous prenez les réserves de change, on n'arrivait pas à couvrir une semaine d'importation. Aujourd'hui, c'est plus de 3 mois. Le franc guinéen s'est stabilisé au cours de ces 3 dernières années. Et le budget aussi n'est plus financé par la planche à billets. L'endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale, aujourd'hui, c'est presque zéro, si on exclut les années antérieures. Donc, l'objectif que l'on a, c'est de maintenir cette possibilité de stabilisation du cadre macroéconomique. Et surtout que nous sommes dans un programme économique et financier, nous sommes accompagnés par la communauté internationale. Et donc, nous voulons garder la stabilité du cadre macroéconomique, mais aussi nous voulons préserver notre crédibilité face à l'extérieur. Tenez-vous bien, notre économie est dans une situation difficile. En 2014, nous avons projeté un taux de croissance de 4,5% en début d'année. Nous avons été obligés de revoir successivement à 3,5%, à 2,5%, aujourd'hui à 1,3%. Et entre le FMI, d'ailleurs le Fonds monétaire international et nous, il y a un écart parce que le Fonds monétaire pense que la croissance va être à 0,5%. Aussi, quand on prend les perspectives de 2015, le FMI pense que l'économie va avoir une récession en 2015, une croissance négative, moins 0,2%. La Banque mondiale, c'est la même chose. Et donc, nous sommes dans cette situation d'économie difficile. Et donc, pour la première fois en Guinée, les institutions financières internationales nous ont accompagnés, simplement appui budgétaire, 150 millions de dollars en 2014. Si on n'avait pas ça, on allait être difficilement solvable. Les salaires allaient être payés difficilement et aussi les autres dépenses de fonctionnement parce que ce n'est pas des appuis sectoriels, c'est des appuis budgétaires. Ça, c'était à cause de l'épidémie Ebola. Et l'épidémie Ebola n'est pas encore derrière nous. Bien sûr, nous sommes dedans. Ouais. Et je pense que tout le monde sait que le budget de la riposte aujourd'hui, qui est évalué à 295 millions de dollars, n'est pas complètement financé. Nous tendons la main à la communauté financière internationale de nous accompagner pour financer d'abord le budget de la riposte et ensuite la reconstruction du système de santé, mais aussi les appuis budgétaires. Et après, l'appui au secteur porteur de croissance tel que l'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie et j'en passe. Donc nous sommes dans cette situation difficile, très très difficile. Il faut que tous les Guinéens s'en rendent compte, mais malgré cette situation difficile, malgré tout le combat qu'on a mené grâce au professeur Alpha Condé dans le cadre de la stabilisation du cadre macroéconomique, beaucoup de choses ont été faites, vous l'avez rappelé dans votre communiqué. Je pense que les fonctionnaires peuvent prendre leur bulletin de paye de 2010, voir le niveau des salaires en 2010 et voir le niveau des salaires payés en décembre 2014. Je prends un exemple. Celui qui était au plafond de la hiérarchie A en 2010 percevait 979 300 francs guinéens en net. C'est ce qu'il prend, il met en poche, il va à la maison. En décembre 2014, on l'a payé à 2 136 940. 110% d'augmentation. Plus de 110% d'augmentation. Je pense que là, c'est un effort remarqué du professeur Alpha Condé. Les syndicats ont lutté plus de 10 ans pour réduire la retenue sur les traitements et salaires. RTS, avec les gouvernements précédents. Ça n'a jamais eu lieu. C'est quand le président de la République a été élu, il a annulé presque la retenue sur les traitements et salaires. C'est ce qui explique d'ailleurs une partie de cette augmentation, de ce doublement des salaires de 2010 à 2014. Donc, je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, a fourni beaucoup d'efforts pour accompagner d'abord les travailleurs de l'État, les fonctionnaires, mais aussi l'ensemble de la société. Nous avons subventionné le prix du riz. Nous avons subventionné aussi le carburant. Nous avons subventionné le carburant. Je vous donne peut-être quelques chiffres. En 2011, nous avons perdu 1209 milliards de francs guinéens de subventions de carburant. En 2012, 731 milliards. En 2014, plus de 250 milliards. Bien sûr, aujourd'hui, le prix
du plat sur le marché international a légèrement baissé, mais nous avons perdu successivement beaucoup de millions parce que des milliards d'ailleurs, on n'appliquait pas le mécanisme de flexibilité à cause du pouvoir d'achat de la population. Le chef de l'État a dit non, je pense que je suis en train d'améliorer les conditions de vie des Guinéens, je ne vais pas augmenter le prix du carburant à la pompe comme ça pour essayer d'augmenter le transport, d'augmenter tous les prix sur le marché. C'est pourquoi le gouvernement a fait ces subventions-là. Aussi, le riz, le prix du riz aujourd'hui est stable. Depuis 2-3 ans, nous avons, en 2012, c'est près de 80 milliards de francs de subvention. 2013, 95 milliards de francs de subvention. 2014, 115 milliards de francs de subvention. Et sans compter les efforts fournis au niveau du secteur de l'agriculture. Donc, il faudrait que le peuple de Guinée sache que le gouvernement du professeur Alpha Condé a fourni beaucoup d'efforts et a redoré le blason de la Guinée, surtout sur le plan économique. C'est pourquoi on a eu 150 millions de dollars d'accompagnement. Ça, c'est en dehors des appuis sectoriels. Nous sommes dans ce contexte-là. Et dans ce contexte, il faut faire attention pour ne pas que les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers croisent les bras en disant, ce pays-là, nous sommes en train de l'appuyer pour que l'épidémie passe vite. Mais malheureusement, le pays a d'autres priorités. J'étais à Bruxelles lors de la 100e session des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il y a eu une session spéciale sur Ebola là-bas. Je vous rappelle d'ailleurs aussi, laissons le côté financier. Parlons de la solidarité internationale. Jamais, depuis l'indépendance de la Guinée, il n'y a eu un tel balai diplomatique des chefs d'État autour de la Guinée. Aujourd'hui, d'ailleurs, le chef de l'État mauritanien vient de quitter Conakry pour apporter le soutien de la Mauritanie, mais également de l'Union africaine. Parce qu'il est le président. Et deux autres chefs d'État sont attendus mercredi. Absolument. Mais quand je prends les institutions financières, le président de la Banque mondiale est venu ici. Le secrétaire général de l'ONU, des Nations Unies, est venu ici. Le président de la Banque africaine de développement est venu ici. Le président de la République de France est venu ici. Et je pense que tout ce balai diplomatique témoigne de la solidarité de la communauté internationale pour nous appuyer. D'abord, pour dire à la Guinée, vous n'êtes pas isolés par nous. Et aussi, on vous accompagne, on vous soutient pour que vous mettiez fin rapidement à l'épidémie Ebola et ensuite vous développez votre pays. Donc, la priorité qu'on a, c'est Ebola. La deuxième priorité, c'est lutter contre Ebola. La troisième priorité, c'est lutter contre Ebola. Et c'est quand on va sortir Ebola de notre pays que l'économie va commencer à se redresser. Aujourd'hui, il y a une baisse de l'activité. Et donc, les ressources intérieures vont être difficilement mobilisables en 2015 si on ne met pas fin à Ebola. Donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde sache que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le gouvernement guinéen, dans sa logique d'accompagner les fonctionnaires, dans sa logique de rendre le peuple de Guinée heureux, va continuer à accompagner, que ce soit les fonctionnaires, parce qu'on n'est que 104 000 sur plus de 11 millions, et nous accompagnons aussi l'ensemble de la population. Mais il faut choisir les moments, il faut choisir la période des actions. Quand, le chef de l'État aime à le dire souvent, quand on vous lave le dos, lavez-vous le ventre. Et donc, je pense que là où nous sommes aujourd'hui, il faut concilier les deux. C'est pourquoi le communiqué est précis. La stabilisation du cadre macroéconomique, mais aussi la paix sociale. C'est pourquoi le porte-parole du gouvernement vient de le dire, le gouvernement va concéder, bien sûr, une augmentation de 40% pour toujours dire, oui, le président de la République, il est sensible aux conditions de vie des travailleurs, de l'État, il est prêt à accompagner les fonctionnaires malgré la conjoncture, malgré la situation difficile. Retour donc avec monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Excellence, monsieur le ministre, dans les différents plaidoyers qui ont été effectués au niveau du patronat, au niveau de l'Assemblée nationale, des religieux et de la société civile, d'autres aspects également ont été évoqués par les syndicats. En dehors de la grille salariale, il y a les conflits sociaux qui concernent la Sotelgui, Ferralux et d'autres entreprises, mais également la non-application des statuts de l'éducation nationale.
Oui, effectivement, et ça fait partie des accords que nous avions avant et qui étaient en cours d'exécution. Et c'est important de préciser ce qui se passe au niveau de ces différents points. Je prends l'application ou la non-application des statuts particuliers de l'éducation et de la santé. Ce que les syndicalistes réclamaient, c'est que les primes, par exemple, des enseignants, les primes de zone, les primes de documentation et autres, soient payées. Nous avons commencé à procéder à la régularisation de toutes ces primes-là. Mais ce que nous avons fait comprendre aux syndicalistes, et qui l'ont compris, je le pense, c'est que ce n'est pas un travail aussi simple que ça. Vous prenez ce qu'on appelle les primes de zone, c'est à la faveur de ces négociations que nous avons appris de la part des spécialistes, c'est-à-dire les DRH, les directeurs préfectoraux d'éducation, qu'un enseignant dans une zone peut varier du jour au lendemain, enfin d'une année sur l'autre, en fonction de sa traversée d'une rivière, de la zone 3 à la zone 4, par exemple. À ce moment-là, son dossier doit quitter là où il est, arriver à la DPE la transmet à la DRH de l'éducation, la DRH de l'éducation la transmet à la DRH de la fonction publique, qui enfin la transmet au budget pour que ce soit programmé informatiquement et que ça figure sur la fiche de paie du salarié. Vous avez des dizaines de milliers d'enseignants qui étaient concernés par ça depuis des années. Nous avons commencé à procéder à cette régularisation qui a déjà porté sur des milliers d'enseignants et c'est vrai qu'il n'a pas encore affecté d'autres milliers d'enseignants. Nous avons demandé aux syndicats de travailler avec nous pour que cela aille très vite et nous nous sommes engagés ensemble pour que cela aille plus vite. Donc de ce point de vue-là, nous avons démontré depuis un certain temps aux enseignants et aux syndicalistes notre bonne volonté et le travail qui était en train d'être fait. Je pense que sur ce point-là, nous nous sommes compris. Sur les conflits sociaux, nous leur avons demandé de distinguer entre ceux qui étaient déjà programmés dans la médiation, Sotelgui, Ferralux, Fria, et ceux qu'ils venaient de nous soumettre, comme le port, la Sémafo, Pride. On ne pouvait pas nous demander tout de suite de résoudre des problèmes qu'on venait de nous soumettre. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Nous avons pris l'engagement de préserver les droits des travailleurs de ces différentes sociétés en utilisant tout l'arsenal juridique qui existe en Guinée. Sur les anciens conflits, nous leur avons notifié et ils en ont pris acte que la Sotelgui, les derniers paiements étaient en cours. Il leur restait un paiement résiduel qui ne posait plus aucun problème. Ils l'ont compris également. Ferralux, c'était un problème juridique. Nous ne voulions pas nous mêler des problèmes de justice, étant donné la séparation des pouvoirs. Mais au niveau de l'exécution d'une décision de justice, nous leur avons garanti que l'exécution se ferait dès l'instant où la Cour suprême avait rendu un arrêt. Sur Fria, nous avons montré le courrier par lequel nous avons rappelé aux dirigeants de Russal leur absolue obligation de respecter les droits de 58 travailleurs environ qui n'étaient plus soumis au même régime que les autres. Cela a été fait, je pense que sur ces points-là, les syndicats sont d'accord avec nous. Sur les prix du carburant, le ministre des Finances ici présent vient de vous expliquer la raison pour laquelle, pour le moment, nous n'avons pas procédé à une variation du prix, mais nous avons pris un accord de nous retrouver à la fin du premier semestre pour évaluer l'évolution des prix au niveau international et voir s'il était encore nécessaire de faire un ajustement du prix. Sur les barrages routiers, c'est très important. La décision a été prise et des instructions ont été données immédiatement pour la levée des barrages non conventionnels et pour renforcer la lutte contre les coupeurs de route en associant les syndicats, en leur demandant d'apporter leur contribution. Ils connaissent les routes, ils ont des numéros de téléphone, ils communiquent entre eux, d'apporter leur contribution en informant les services de sécurité et surtout en leur disant que ceux qui s'aventureraient désormais à remettre des barrages non conventionnels seraient sévèrement sanctionnés. Et c'est très important cette histoire de transport parce qu'il y a un autre conflit latent entre les transporteurs. Et nous avons dit également que pour les affaires qui sont pendantes devant la justice, les syndicats avaient la possibilité d'entamer des procédures judiciaires pour retrouver leurs droits. Je parle par exemple d'un conflit d'agression qui a concerné 2 centrales syndicales. Ils se reconnaîtront. Je n'ai pas envie ici, en tant que représentant du pouvoir exécutif, de m'immiscer dans ces questions-là. Donc sur tous ces points, il y a eu des avancées notables et nous l'avons signifié. Nous pensons que les syndicats l'ont compris. Sur la grille salariale, c'est vrai que nous restons sur ce point de blocage-là. Peut-être pour compléter le ministre Damantan sur le secteur de transport, il y a aussi les tracasseries policières. Oui, le gouvernement est décidé à mettre fin sur les tracasseries policières, mais également
d'examiner comment on va immatriculer les chauffeurs des hydrocarbures au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc je pense que le secteur des transports devrait être tranquille. Nous allons examiner tout ce qu'ils ont posé comme revendication et trouver la solution. Ça, c'est l'engagement que le gouvernement peut prendre. Mais je reviens en arrière par rapport à ce que j'ai dit. Vous savez, aujourd'hui, et le ministre Damantan l'a dit, c'est la première fois qu'on n'a pas été au pèlerinage, mais aussi les écoles ne sont pas ouvertes. Mais il faut dire que le secteur privé aujourd'hui, il y a plus de 22 000 enseignants qui attendent l'ouverture des classes. Donc, et tout ça se trouve dans une période exceptionnelle. Nous sommes, c'est un peu comme on l'a appelé avec nos partenaires, une situation exceptionnelle que la Guinée vit. Et ce qui est demandé, malheureusement, peut jouer sur le recrutement des nouveaux fonctionnaires. Nous avons voulu cette année recruter beaucoup de jeunes à la fonction publique, mais une telle requête risque de réduire le niveau de recrutement des jeunes à la fonction publique. Et donc, je pense que nous sommes dans une dynamique où on veut préserver la paix sociale, on veut stabiliser le cadre macroéconomique, mais il faut sauver l'essentiel. Il faut sauver l'essentiel, garder notre crédibilité et aussi faire en sorte que les décisions que nous allons prendre ne se répercutent pas sur toute l'économie. Vous savez, si vous augmentez les salaires et que vous n'avez pas de ressources pour les payer, il y a deux choses. Utiliser la planche à billets. Utiliser la planche à billets, et dans ces conditions, je vous ai dit que de 2011 à 2014, l'inflation est passée de 22% à 9%. Vous utilisez la planche à billets, nous allons avoir une inflation galopante encore. Nous sommes à un chiffre aujourd'hui. Et notre objectif, c'est d'aller vers les standards internationaux. Donc il faut éviter ça. Ça, c'est une mauvaise solution. L'autre possibilité aussi, qu'on ne souhaite pas, vous augmentez les salaires, vous n'avez pas les moyens de les payer. Et vous allez faire comme certains pays de la zone franc, accumuler des arriérés de salaire. Je pense que cela ne va pas dans la crédibilité de la Guinée. On n'a jamais connu ça ici et je pense qu'il ne faut jamais le connaître. Il faut continuer à préserver la paix sociale, mais aussi à rétablir tous les équilibres macroéconomiques. Monsieur le ministre d'État, si nous restons toujours dans le cadre du paiement des salaires, certains syndicats arguent qu'il y a eu compression du personnel quand il y a eu recensement biométrique. Quand il y a eu le recensement biométrique, que cela a fait des économies et que cette économie devrait servir à augmenter les salaires des travailleurs. Comment vous répondez à ça? Le ministre de la fonction publique va présenter demain les résultats provisoires du recensement biométrique. Ce n'est pas encore finalisé. Et je pense que les augmentations de salaires qui sont demandées représentent d'abord la première revendication, c'était 10 fois les projections du gain du recensement biométrique. Je dis les projections du gain. Et donc, c'est à partir de demain que nous allons examiner les résultats provisoires du recensement biométrique. C'est provisoire, ce n'est pas définitif. Et donc, je pense qu'on ne peut pas se prononcer aujourd'hui sur un chiffre précis des résultats du recensement biométrique, parce que c'est un processus. Il faut attendre la fin pour savoir exactement quel est le gain de ce recensement biométrique. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, le gouvernement rappelle que le droit de grève est constitutionnel et qu'il sera respecté. Qu'est-ce que vous voulez dire là, monsieur le ministre? Tout simplement que les gens ont le droit d'aller en grève. C'est un droit constitutionnel, il faut le rappeler, puisque certains parfois font semblant de douter du caractère démocratique de notre gouvernement. Donc il faut le rappeler, et surtout qu'il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de chasse aux sorcières qui est prévue. Les gens ont le droit d'aller en grève. Nous souhaitons seulement que ce droit se fasse dans le respect des autres droits qui existent. Et pour ça, il faut qu'on ait en tête des éléments très importants, la préservation de la paix sociale. Pourquoi nous disons ça? Parce que, indépendamment du fait que nous voulons permettre à ceux qui veulent travailler d'aller travailler, nous voulons qu'ils le fassent en toute sécurité, nous voulons également que la lutte contre Ebola continue. C'est vraiment dommage qu'on soit obligé de débattre de ça, débattre de comment, à partir d'une certaine date, les Guinéens vont se débrouiller pour lutter contre Ebola. Ça devrait être automatique, un objectif commun sur lequel il ne devrait y avoir aucune interrogation. Malheureusement, nous en sommes rendus là aujourd'hui. Vous savez, nous avons entendu beaucoup de choses. On peut prendre de l'argent par là, dans le budget, on peut faire ceci. Tout ceci
ne peut pas venir avant la lutte contre l'épidémie Ebola. On nous a dit que on pouvait tolérer un petit désordre économique et ça valait mieux qu'un désordre social. Je crois que le ministre des Finances est là. Un désordre économique débouche forcément sur un désordre social. En attendant, une grève, ça veut dire, je le répète et je l'ai dit tout à l'heure, qu'on demande à des médecins de ne plus travailler, des agents de santé de ne plus travailler, des ambulanciers de ne plus transporter, les services logistiques de l'aéroport de ne plus réceptionner l'aide étrangère, l'administration de ne plus traiter les dossiers des malades, le ministère de la Santé, le ministère de la Fonction publique, de ne plus s'occuper de tout cet environnement administratif qui nous permet aujourd'hui de lutter contre l'épidémie. Certains sont même allés jusqu'à nous dire, vous savez, en Guinée, une grève, c'est tout de suite le caillassage et c'est même l'insurrection. Ouais. Ça veut dire que nos partenaires français qui sont là, européens, des pays étrangers qui viennent bénévolement nous aider, ne vont pas pouvoir, parce qu'ils seront menacés dans leur sécurité, aller secourir des femmes, des enfants, des malades d'Ebola. Nous avons déjà perdu plus de 1700 Guinéens dans cette lutte-là. Je ne crois pas qu'on puisse se permettre aujourd'hui d'empêcher que dans son fonctionnement normal, notre État vienne à bout de cette épidémie. Aucune cause, quelle qu'elle soit, ne peut permettre que nous prenions ce risque-là. Nous souhaitons que tous ensemble, nous en ayons conscience. Nous répétons qu'effectivement, tout le monde peut aller en grève. Pour ceux des Guinéens qui seront sensibles à ce que nous venons de dire ici sur votre plateau et qui veulent continuer à travailler, nous souhaitons qu'ils le fassent en toute sécurité. Et donc, que ceux qui ne souhaitent pas travailler laissent ceux qui veulent continuer à travailler aller à leur travail en toute sécurité. C'est le sens, et ce n'est que le sens du message que j'ai entendu passer et que le gouvernement a voulu faire passer par cette phrase-là. Monsieur le ministre d'État, sur la question. Oui, bien sûr. Je pense que le développement du porte-parole du gouvernement m'a fait penser au climat des affaires, à l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, on ne parle que de 100 000 individus, 104 000 fonctionnaires de la fonction publique. Mais si on caillasse un véhicule, si on empêche les gens de circuler, ça va jouer sur notre appréciation dans le doing business, dans comment je vais me décider pour aller en Guinée pour investir. Parce qu'il y a du bruit en Guinée et on casse les véhicules, on fait ceci. Ça, c'est contre qui? C'est contre pas les 104 000 fonctionnaires, parce que dans tous les cas, ils ont leur salaire à la fin du mois, mais c'est contre la jeunesse, c'est contre la population, c'est contre tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. Parce qu'il n'y a pas de secret. Le gouvernement est là pour faciliter l'émergence du secteur privé. Nous avons signé ici, au mois de mai, le cadre d'investissement du projet Simandou, le plus grand projet intégré minier au monde, près de 20 milliards de dollars. Alors, ce type de projet est un projet porteur qui fait aussi décider d'autres investisseurs pour venir chez nous. Mais tant qu'il y a des bruits, tant qu'il y a des événements que les gens souhaitent avoir, les gens ils vont reculer leur décision de venir en Guinée. Quand on recule la décision de venir en Guinée, ce n'est pas peut-être, c'est contre tout le peuple de Guinée, mais c'est moins contre les fonctionnaires de l'État qui ont déjà leurs revenus que cette population qui cherche à mieux vivre, qui cherche des revenus, qui cherche de l'emploi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la question de la paix sociale ne se pose pas. Qu'est-ce qui se pose? Il faut que la population reste tranquille. Il faut que les uns et les autres laissent ceux qui veulent aller travailler. Ils n'ont qu'à aller travailler pour que le gouvernement continue dans son combat, double combat. Le premier, c'est sortir Ebola de ce pays. Et ensuite, le second, faire venir les investisseurs, comme on l'a vu depuis le début du quinquennat du président de la République, faire venir les investisseurs pour créer de l'emploi à travers le secteur privé. La fonction publique a une limite, ne peut pas recruter tous ces jeunes. Ces jeunes vont avoir des emplois à travers le secteur privé. Il faut préserver la venue des investisseurs en Guinée. Il faut préserver l'investissement privé qui va fournir beaucoup d'emplois. Monsieur le ministre porte-parole, vous qui avez très souvent participé à ces négociations, ces différents arguments qui sont développés sur ce plateau ont été également développés pendant les négociations. Comment vous avez senti la réaction des partenaires en face, c'est-à-dire les partenaires sociaux qui sont les syndicalistes? Écoutez, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans l'ensemble, ils ont compris. Nous avons partagé les mêmes inquiétudes. C'est vrai, ils nous ont fait savoir qu'ils devaient rendre compte et qu'ils étaient mandatés et que
si leur base n'était pas d'accord avec ce que nous proposions, ils n'avaient pas ce pouvoir-là d'engager et de signer les accords que nous avions discutés. Je ne rentre pas dans tous les détails de forme parce que nous avons eu d'abord un premier lot de négociateurs, nous avons eu affaire après au secrétaire général. Ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas la forme en tant que telle. L'essentiel était de se mettre d'accord sur le fond. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus, bien que nous ayons partagé les mêmes inquiétudes. Nous cherchons à rapprocher nos positions. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que les syndicalistes cherchent à améliorer les conditions de vie de leurs adhérents, le gouvernement, l'objectif d'un gouvernement, c'est d'améliorer la vie des conditions des populations, dont, par exemple, ceux qui appartiennent à des centrales syndicales. Et nous l'avons dit que la plupart de leurs revendications, en fait, ne sont pas des choses extraordinaires en tant que telles, puisque beaucoup d'entre elles viennent simplement pour rétablir des situations irrégulières, qui sont des situations administratives. Quand ils demandent la régularisation d'un certain nombre de déflatés, la régularisation des primes, ce sont des choses normales. Ils nous aident en ce sens à mettre de l'ordre dans notre administration. Et donc, on a autant intérêt que à satisfaire ces exigences. Je prends tout simplement le fait qu'on paye les primes à ceux à qui elles doivent aller, vraiment, et qu'on récupère, ils sont d'accord avec nous, les primes qui ont été indûment payées à ceux qui n'y avaient pas droit. Qui a plus intérêt à le faire? C'est le gouvernement, parce que ce qu'on récupère ici servira à payer cela. Quand ils nous disent qu'il faut qu'il y ait une politique de rajeunissement de l'administration, ils nous aident. Et le ministre de la fonction publique a entamé cette réforme de rajeunissement et de féminisation de l'administration, d'ailleurs avec un certain nombre d'actions qui a amené dans mon ministère, par exemple, un certain nombre de jeunes que je dois placer. On a également dit qu'il fallait organiser les examens professionnels. Ils ont été programmés, ils ont été décalés au mois d'avril pour un problème de ressources. Donc, toutes ces actions-là sont des actions communes et aux syndicats et au gouvernement pour améliorer les conditions de vie des citoyens ou régler des situations qui, administrativement, ou des dysfonctionnements qui font que notre État a du mal à fonctionner. On devrait pouvoir donc être d'accord sur comment y arriver ensemble. C'est dommage que nous soyons arrivés à un point qui aujourd'hui nous amène à ce blocage-là. Monsieur le ministre d'État, je voudrais juste avec vous demander est-ce que l'espoir est encore permis, puisque la différence n'est plus aussi grande que ça. Le gouvernement est à 40%, les syndicalistes sont à 50%. Est-ce que vous estimez qu'après tous ces arguments qui ont été exposés ici et après tout ce que nous, Guinéens, connaissons de notre pays, vous pensez que l'espoir est permis? Non, l'espoir est permis. Comme le ministre du Travail l'a dit, nous avons discuté 5 jours durant dans un climat vraiment convivial. Et tous les arguments qui ont été développés ont été bien compris par la partie d'en face. Et nous pensons que ce que le gouvernement a proposé va être accepté par l'autre partie. Bien sûr, nous sommes en discussion, mais je pense que compte tenu des difficultés économiques, des difficultés financières que nous avons, nous pensons que, et pour le bien de la Guinée, nous pensons que nous allons nous mettre d'accord. Je vais vous donner juste 2 chiffres et ensuite vous allez faire votre calcul pour voir combien de fois la conjoncture est difficile en 2015. Les recettes budgétaires qui ont été approuvées par l'Assemblée nationale croissent en 2015 par rapport à 2014 de 804 milliards. Les recettes budgétaires. Donc les recettes augmentent de 804 milliards. Les dépenses 2015 par rapport à 2014, quand on enlève la dette extérieure, ce qu'on finance sur le plan interne, augmentent de 1100 milliards. Vous avez plus de dépenses à payer que de recettes. Alors, M. Kawakone, vous avez la soustraction à faire et puis la conclusion aussi. Monsieur le ministre d'État, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, chers Guinéens, voilà déballé en toute connaissance de cause ce problème qui amène aujourd'hui les syndicats de Guinée à aller en grève. Un appel patriotique est lancé à tous les acteurs sociaux, au gouvernement, aux Guinéens, aux différentes familles, pour que de mieux en mieux notre pays se porte. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.